Madame, Monsieur, bonsoir. Politique américaine au menu de questions d'actu ce soir. MAGA, acte 3. Après avoir perdu la présidentielle de 2020, Donald Trump se lance de nouveau dans la course à la Maison-Blanche. L'ancien chef de l'État n'a pas mâché ses mots pour dénoncer le bilan de Joe Biden, qu'il accuse d'avoir plongé le pays dans la violence et la criminalité. Un pays où la flambée des prix étrangle les ménages américains et où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique, selon Monsieur Trump. Mais force est de constater que malgré une inflation record et un Joe Biden impopulaire, eh bien les conservateurs ne comptent qu'une très courte majorité à la Chambre et ont échoué à prendre le Sénat. Cela sans oublier que ce n'est pas encore gagné pour Trump dans les primaires de son propre parti où il est historiquement performant. Et il y a l'étoile montante de la droite dure, Ron DeSantis, qui a été triomphalement réélu gouverneur de Floride. Une victoire éclatante qui cimente son statut de présidentiable face à Donald Trump. Alors une émission 100% américaine ce soir et y participe avec moi d'abord sur le plateau le professeur Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur Aboudahab. Bonsoir Madame Ihsan. Un plaisir de vous accueillir à nouveau dans ce plateau. C'est réciproque. Et depuis Washington, par Skype, Calvin Dark, analyste politique américain. Bonsoir Calvin et bienvenue parmi nous dans Questions d'actu. Bonsoir. Alors bon, on va certainement parler de l'actualité. Cette actualité, ce sont bien sûr ces midterms, à peine les midterms terminés, que voilà que Donald Trump annonce sa candidature au présidentiel. C'était un peu attendu, Calvin Dark, où Donald Trump a un peu précipité l'annonce de sa candidature. Oui, c'était attendu, mais le petit changement, c'était quand il a annoncé le 7 novembre qu'il allait faire l'annonce. C'était avant la vague rouge qu'ils attendaient. Mais il n'y avait pas une vague rouge pour les républicaines pour gagner la Chambre des représentants et le Sénat. Mais pour Donald Trump, la pire, c'est la faiblesse d'annuler une annonce parce que les républicains n'ont pas gagné comme prévu. Alors, c'est pour ça qu'il a fait l'annonce ce mardi. Le timing était un peu bizarre, mais c'est Donald Trump. Absolument. Mais justement, en parlant de timing, en parlant de Donald Trump et en parlant de ces fameux midterms et des résultats en demi-teinte de son parti, donc du GOP, du Parti républicain, il n'y a pas eu de vague rouge, peut-être, selon certains analystes, à cause même de Donald Trump et à cause des candidats qu'il a lui-même soutenus. Oui, c'est sûr, parce que le problème avec Trump pour sa candidature à 2024 et pour ses candidats choisis pendant les élections de mi-mandat, c'est que leur campagne s'était dirigée vers les Trumpistes, les partisans de Trump, qui croient qu'il a vraiment gagné les élections de 2020 et les autres choses. Mais pour gagner une élection générale, il faut avoir cette base, mais aussi les indépendants et peut-être plusieurs démocrates. Et ces candidats n'avaient pas ce message. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça que Donald Trump va perdre. Et ça, c'est la crainte du Parti républicain maintenant. Oui, absolument. Professeur Aboudahab, vous confirmez ce qui vient d'être évoqué par Calvin Dark, pardon. Et il y a aussi autre chose, ce sont aussi les prises de position de certains de ces candidats qui ont fait que, in fine, les démocrates n'ont pas vraiment gagné, mais de par la courte différence qu'il y a, mais en même temps, les républicains non plus. Exactement. Il faut quand même peut-être atténuer un peu les propos, vu que toute proportion gardée, les républicains sont majoritaires. Donc maintenant, on atteint les 218 attendus, donc majorité absolue. Au niveau de la Chambre des représentants, qui, il faut le rappeler, c'est 435 députés. Oui. Ça d'une part. D'autre part, par rapport au Sénat, certainement, ça va tomber dans le giron des démocrates et le Sénat déjà a des attributions très particulières, notamment en matière de politique étrangère. Et ça, c'est important, nous y reviendrons.
Il est vrai que c'était une annonce un peu surprise de la part de M. Donald Trump, même à l'intérieur du parti lui-même, que certains avaient souhaité que cette annonce puisse être retardée jusqu'à ce qu'il y ait un consensus déjà sur les candidats à la présidentielle. Vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, s'il y a des concurrents comme M. DeSantis, c'est bien ça. Et par ailleurs, je crois que M. Trump essaie de profiter d'une conjoncture peut-être internationale défavorable à M. Biden, toute proportion gardée, encore une fois, que ce soit les conséquences durables, plus ou moins, de la Covid-19, dérèglement climatique, l'inaction ou l'impuissance, plus ou moins, des États-Unis à contrer l'offensive militaire russe. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir apprécier cette candidature, mais certainement, il y aura des surprises. Oui, alors, il y a eu des surprises, parce que c'est ce que... En fait, je me pose la question de savoir, est-ce que cette non-vague rouge, est-ce que c'est une victoire pour les Bleus? Est-ce qu'on peut dire que, effectivement, les démocrates ont marqué un score inédit? Parce que c'est ce qui a été avancé par le président Biden. Mais si on voit toute élection demi-mandat confondue sous présidence démocrate ou républicaine d'ailleurs, les deux meilleurs résultats, c'est Bill Clinton lors de son second mandat et George Bush Jr. lors des élections des midterms de 2002. Donc en gros, ce n'est pas réellement une victoire pour les démocrates, Colin. Oui, c'est une victoire et voici pourquoi. Pendant les campagnes, les républicains disaient que le taux d'approbation de Biden, c'était moins de 40%. Ils citaient l'inflation, tous les autres problèmes. Ils culpabilisaient Biden. Et normalement, selon les tendances historiques, il allait perdre 30, 25, peut-être 40 sièges. Mais maintenant, à la fin du compte, il va avoir un record pour les présidents démocrates de perdre quelques-uns des sièges dans la Chambre des représentants, de maintenir contrôle sur le Sénat et peut-être, après le deuxième tour en Géorgie, gagner un siège. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une victoire pour les démocrates et aussi une victoire parce que les messages des républicains qu'ils disaient que les Américains n'étaient pas d'accord avec la direction, le chemin de ce pays. Peut-être c'est vrai, mais les électeurs ont regardé un peu l'alternative, l'opposition. Et les républicains. Quand vous dites les électeurs, c'est quels électeurs? Vous parlez des électeurs des républicains, certains des électeurs qui votaient républicains, mais à cause justement de la loi contre l'avortement, ont carrément changé de bord. Ce sont finalement ces raisons-là qui ont été poussées par des républicains qui ont joué contre leur même camp. Oui, c'est comme ça à cause de la question de l'avortement. Il y avait beaucoup des électeurs jeunes et femmes qui peut-être avant cette décision de la Cour suprême n'allaient pas voter et n'étaient pas très engagés. Mais ça, c'était vraiment une mobilisation des gens qui ont été choqués par cette décision de la Cour suprême. Et même si l'économie, c'était la priorité pour tous les électeurs, ils pensaient à l'opposition. Parce que voici le problème. Les républicains, ils ont beaucoup critiqué le parti en pouvoir, les démocrates. Et ça c'est correct. Les démocrates, ils ont contrôle maintenant de les deux chambres et la Maison-Blanche. Mais les républicains n'ont pas proposé une solution que peut avoir le soutien de Biden. Parce qu'une chose, c'est sûr, Biden va être le président pour au moins 2 ans de plus à la Maison-Blanche. Et je crois que même si les électeurs qui n'aimaient pas les politiques de Biden et le bilan de Biden de ses premiers 2 ans de son mandat, il n'aimait pas beaucoup ce que disaient les républicains. Alors, c'est pour ça qu'il y avait cette vague républicaine qu'on attendait. Absolument. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure du Sénat, de l'importance du Sénat dans la politique internationale américaine. D'abord, peut-être un peu de pédagogie. Pourquoi c'est important, hein. Et maintenant que les démocrates maintiennent leur
pouvoir Oui. sur le Sénat. Qu'est-ce que cela changerait ou ne changerait pas dans des dossiers quand même assez chauds et d'actualité, la guerre en Ukraine, toutes les aides américaines qui vont vers l'Ukraine, et aussi l'Iran et d'autres dossiers chauds de l'actualité où les prises de position américaines sont connues aujourd'hui. Elles ne risquent pas de changer. Tout à fait. Alors, disons que le chef de l'exécutif, c'est évidemment le président. Mais les États-Unis, c'est véritablement l'école de la séparation des pouvoirs. On l'avait dit la dernière fois, checks and balances. Il y a véritablement un système de contrepoids, pouvoir exécutif incarné par le président et son administration, le pouvoir législatif incarné par le Congrès avec ses deux chambres, dans une démarche bicéphale. D'une part, il y a le Sénat avec 100 membres, évidemment, deux par État. N'oublions pas, pour les chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, c'est 50 États, donc x2, ça fait 100. Évidemment, plus le président. Traditionnellement, quand le pouvoir en place à la majorité, c'est le vice ou la vice-présidente qui préside le Sénat. Et le Sénat, bien entendu, c'est un mandat de 6 années. Par rapport au Congrès, l'autre chambre, c'est la chambre basse, donc la Chambre des représentants, c'est 435, évidemment, avec un président. Maintenant, c'est Nancy Pelosi. On ne la verra plus comme étant présidente du perchoir. Par ailleurs, les deux chambres pratiquement ont les mêmes fonctions. Évidemment, la Chambre des représentants, c'est 2 années. Et donc déjà, il faut remarquer ce dynamisme politique de la société américaine. C'est l'héritage de la Constitution et des pères fondateurs. C'est 1787, première Constitution, jusqu'à aujourd'hui, dès les articles premiers, il y a une sorte de partage, de distribution des pouvoirs. Il reste que le Sénat, compte tenu de la stabilité plus ou moins de la fonction, c'est 6 années, mais tous les 2 années, le 1/3, on est renouvelé. Bien entendu, il a plus de pouvoir par rapport à la Chambre des représentants en ce qui concerne la question de la politique étrangère. Pourquoi ? Traditionnellement, on disait que la Chambre basse est plus proche des contingences. Et donc, c'est changeant. Alors que normalement, les sénateurs ont plus de sagesse, plus de durabilité. Et par conséquent, il faut quand même rappeler une chose, que toute proportion gardée, pratiquement, ils ont les mêmes attributions. C'est l'initiative des lois, c'est le vote et c'est le contrôle donc, de l'action du gouvernement. Heureusement, bien entendu, pour M. Biden aujourd'hui, il aura, si bien entendu le deuxième tour de l'État de Géorgie est valide et conforme aux pronostics du Parti démocrate, à ce moment-là, il aura quelques appuis pour contrebalancer peut-être certaines hégémonies ou certains blocages qui peuvent être émanés justement de la Chambre des représentants, sans oublier bien entendu les indépendants, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. Calvin Dark, peut-être un commentaire sur cela, et aussi Kevin McCarthy qui est en passe de remplacer Nancy Pelosi à la Chambre des représentants. Et surtout, qu'est-ce qui risque d'en découler? D'abord dans la politique interne, mais c'est aussi la politique internationale des États-Unis. Oui, je crois que pour la Chambre des représentants et le président de la Chambre prévu, Kevin McCarthy, ça c'est mieux qu'un Sénat dirigé par les républicains parce que même s'ils ont leurs objectifs, Kevin McCarthy et les autres républicains, il faut passer par le Sénat et après l'approbation de la Maison-Blanche. Et ça va être impossible pour certains objectifs qu'ils ont. Mais le problème avec la Chambre des représentants, c'est que le budget est contrôlé par cette Chambre, c'est-à-dire qu'ils font leurs objectifs pour le budget et après l'approbation du Sénat et la Maison-Blanche, c'est fait. Et il y a des membres de la Chambre des représentants, comme Marjorie Taylor Greene, très, très conservatrice, très Trumpiste, comme on dit ici aux États-Unis, qui ont dit qu'on va dépenser plus d'argent pour la guerre en Ukraine, par exemple. C'est ça. Et elle a une image un peu simple de l'aide à l'étranger. Elle dit qu'il faut dépenser cet argent pour les Américains. Alors, ça va vraiment stopper l'aide financière pour nos projets, nos objectifs à l'étranger. Si Kevin McCarthy n'a pas le soutien de convaincre Marjorie Taylor Greene et les autres conservateurs de changer leur avis. Oui, alors, et cela aussi risque de peser, n'est-ce pas, professeur Abou-Dahab, cela risque aussi de peser sur certaines décisions qui sont, par exemple,
On se rappelle tous de cette prise de position de Nancy Pelosi qui décide de prendre l'avion et de se rendre à Taïwan, qui a rendu le pouvoir chinois hors de lui. Alors c'est peut-être aussi, ça pourrait apporter quelque chose dans ce dossier Chine-Taïwan? Évidemment, M. Trump était connu pour avoir pris des positions un peu plus tranchées, plus marquées par rapport à des problématiques mondiales, que ce soit la relation avec l'Iran, que ce soit la relation avec l'OTAN, que ce soit la relation avec la Chine. Et on le sait, dès le départ, il y avait cette guerre commerciale autour de la 5G qui a été brandie. Alors que M. Biden, au départ, c'est vrai, il était un peu dans une logique un peu dialogique, mais sans oublier que dès le départ, dans une interview qu'il avait accordée à une chaîne télévisée, il a accusé M. Poutine d'être un killer, un tueur. Et donc, déjà, on avait remarqué, plus ou moins, qu'il y a plus ou moins une sorte de logique d'affrontement qui s'annonçait. Bon, maintenant, la situation est la suivante. Une inflation galopante, l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie, pétrole, gaz, etc. Le citoyen américain, comme tout le monde d'ailleurs, est écrasé et par conséquent, la marge de manœuvre sur le plan financier, il est vrai, va être étriquée, va s'amenuiser par rapport à M. Biden pour les 2 années à venir. Tant que la guerre, encore une fois, continue, je ne crois pas aujourd'hui que le consensus puisse être toujours au rendez-vous pour qu'il puisse, encore une fois, apporter du soutien logistique et autres à l'Ukraine. Bon, un commentaire aussi sur ce dossier Chine-Taïwan, Colvin Dork. Oui, je crois que dans notre système avec nos checks et balances, je crois qu'on va voir des choses comme ça chez les républicains. Parce qu'il faut savoir que Kevin McCarthy, s'il devient le président de la Chambre des représentants, il est 3e. En ligne pour le président après la vice-présidente Kamala Harris. Et il est complètement indépendant de la Maison-Blanche et du Sénat. Alors, s'il y a des questions internationales, par exemple, comme la Chine, Taïwan, s'il veut continuer ce que Nancy Pelosi a fait ou changer, il peut le faire. Comme il veut. Alors, ça va être intéressant si on a le président dans la Maison-Blanche avec une politique étrangère et le président de la Chambre des représentants avec autre politique. Ça va être un peu de la confusion pour nos alliés au monde. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Une petite, Madame Khadija. Dernièrement, il y a eu le G20 à Bali, en Indonésie. Il y a eu le sommet, une rencontre entre M. Biden et M. Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. On est un peu dans l'apaisement, si vous voulez, parce qu'on sait très bien que la stratégie des États-Unis, c'est d'empêcher que la Chine puisse prendre encore une position de soutien direct à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Et comme vous le savez bien, la Chine est également un État stratège. Il va chercher sans doute à tirer le maximum sans froisser, bien entendu, son allié traditionnel. Mais je crois que dernièrement, il y a une sorte d'ouverture, peut-être d'une nouvelle séquence dans la relation entre les États-Unis et la Chine, du moins durant les 2 prochaines années. Le titre, c'est un peu l'apaisement. Voilà. Oui. Alors, vous avez évoqué, Colvin Dork, cette question de checks and balances que le professeur Abouda a également évoqué un peu plus tôt. Je voudrais revenir avec vous sur cette déclaration du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui appelle à l'amnistie légale pour tous les immigrants illégaux présents sur le sol américain. Je le cite, « Aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons pas assez de travailleurs. Nous avons une population qui n'est pas productive ou reproductive, pardon, et comme elle était, et la seule manière d'avoir un bon futur à venir pour les États-Unis est d'accueillir à bras ouverts les immigrants. Un commentaire surtout sur cette question de checks and balances et surtout que maintenant les républicains contrôlent la Chambre des représentants. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a les moyens d'accueillir tous ces immigrants? Déjà, il y en a beaucoup qui sont rentrés sur le territoire depuis l'accession au pouvoir de Joe Biden. Oui, je suis d'accord avec les déclarations de Chuck Schumer, le président du Sénat du Parti démocrate.
Mais le problème, c'est que notre défi d'immigration ici aux États-Unis, pendant les administrations démocrates et républicaines, pas de solution. Et il n'y a pas de volonté politique au Congrès, surtout chez les républicains, pour accueillir ces immigrants parce qu'il y a il y a du travail, il y a des postes de travail qu'on peut avoir une solution à ce problème de chômage, mais chez les républicains, la crise à la frontière avec le Mexique, c'était une de leurs priorités. Et même les républicains dans la Chambre, ils ont dit qu'une de ces priorités, c'est de faire un impeachment pour le secrétaire de Homeland Security, c'est-à-dire le secrétaire avec le dossier sur la frontière. Et aussi, parce que Donald Trump, un de ses slogans, ses messages pour la campagne, c'est Build the Wall, parce que pour lui, l'immigration, c'est pas bon pour les États-Unis. Il culpabilise tous les immigrants pour le crime et tous les problèmes économiques que nous avons. Alors, je crois que ça va être très difficile, même maintenant, pendant le lame duck session, c'est-à-dire où les démocrates, ils ont contrôle de la Chambre et le Sénat et la Maison-Blanche jusqu'à janvier, il n'y a pas la volonté politique ni le soutien des deux côtés pour vraiment changer notre système d'immigration. Oui, mais quand on parle d'un système d'immigration et cet appel de Schumer, on parle quand même de 11 millions de naturalisation. Oui, et parce que c'était les Dreamers de président Obama, c'est les enfants qui sont venus aux États-Unis sans leur faute. Ils étaient ici quand ils étaient des enfants. Mais même avec la mobilisation des communautés latino-hispaniques aux États-Unis pour soutenir ces projets de loi en faveur des immigrants, il n'y a pas de soutien, surtout même avec les démocrates dans les États près de la frontière comme Texas, Arizona, New Mexico et aussi en Floride où ils envoient des immigrés de Venezuela, de Texas, de Floride à Martha's Vineyard en Massachusetts pour un show politique juste avant les élections. Alors, pour une solution, il n'y a pas de volonté politique maintenant. Alors, je voudrais juste revenir peut-être sur la question de Trump qui annonce sa candidature. Il y a les primaires républicaines qui arrivent à grands pas, ce n'est pas tout de suite, mais elles arrivent quand même. Comment se profile-t-elle, surtout que endorsement ou l'endossement de Donald Trump est visiblement en déclin. On a quand même Mike Pence qui doute que Trump remporte l'investiture républicaine en 2024. Les Américains veulent, je cite, un nouveau style de leadership. C'est quand même Mike Pence qui dit ça. Son ancien vice-président. Absolument. Voilà, il a même dit qu'en fait, il aurait dissuadé de s'y présenter. Donc le contexte a changé. On n'est plus dans l'année 2016, et d'ailleurs, il faut dire que même, comment dirais-je, le fait que M. Trump ait reporté les élections n'avait pas fait que des partisans. Donc il y a eu une problématique par rapport à la part ou à la parité de Mme Hillary Clinton à l'époque, mais anyway, comme on dit, il était président dans une conjoncture très spéciale. Peut-être il était une sorte de séducteur, mais autour même de lui, de sa famille même, y compris de sa fille, son conseiller principal, il ne faut pas l'oublier. Il y avait une sorte de dynamique qui voulait quelque part que les républicains, après quand même 2 mandats successifs de M. Barack Obama, du changement de l'alternance, comme on le dit en droit constitutionnel. Maintenant, les primaires, normalement, vont démarrer en janvier 2024, donc plusieurs mois avant les élections de novembre 2024. Il faut donc voir l'évolution interne du Parti républicain. Quel serait le candidat favori? Je crois que probablement Trump aura moins de chances que par rapport à 2016, mais vous savez, en politique, il y a toujours des impondérables. Ce n'est pas toujours rationnel.
Ce n'est pas toujours lisible, donc il faut accompagner au jour le jour les choses. Alors, Calvin Dark, on en parlait tout à l'heure, cette affaire Dobbs, décision historique de la Cour suprême des États-Unis qui statue que la Constitution américaine ne confère pas le droit à l'avortement. Ça a clairement avorté les ambitions présidentielles du président sortant, Donald Trump. Mais pas que. Sa propre fille semble le lâcher, Calvin Dark. Oui, et maintenant, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on parle de la candidature de Donald Trump, par exemple, dans son discours, quand il a parlé de son bilan, cette décision de la Cour suprême, il n'a pas cité ça comme un succès. Et ça, c'était un peu bizarre parce que pendant un mandat, Trump a nommé 3 sur 9 de ses juges. Mais il n'a pas cité ça comme un succès dans son bilan parce qu'ils ont vu que pendant les élections de mi-mandat, c'était vraiment quelque chose, pas un succès chez les républicains. Alors ça va être intéressant parce que chez les républicains, leurs objectifs pendant les derniers 40 ans, c'était de changer la Cour suprême pour qu'il soit plus conservatrice. Ils ont gagné, mais maintenant, ils ont peur de vraiment parler de ça parce qu'il y a des électeurs républicains et indépendants aussi qui n'aiment pas ça. Oui, mais il y a aussi des électeurs qui n'aiment pas l'inflation, qui n'aiment pas le chômage. Et sur ça, je pense que les républicains ont de bons arguments. Enfin, de bons. Oui. En tout cas, ce sont ces arguments qu'ils ont utilisés contre les démocrates au pouvoir. Oui, et le problème avec la campagne pour les élections de mi-mandat des républicains, ils étaient corrects que l'inflation, l'économie, les prix, le coût de vie, ça c'est vraiment important. C'est un défi quotidien des familles ici aux États-Unis. Mais le vote est compliqué. On peut avoir plus d'une priorité pour voter. Et il y a des gens qui ont voté vraiment pensant à l'économie, mais ils ont pensé aussi que le droit que les femmes dans ce pays avaient jusqu'à presque 50 ans n'existe plus. Alors, les républicains ont pensé qu'il y a une priorité, c'est l'économie, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué aussi au sein même du camp républicain, ne serait-ce que, par exemple, cette déclaration de Ken Griffin, qui est un méga donateur du camp républicain, et qui dit « Il est temps de passer à autre chose de Trump » et il soutient DeSantis pour 2024. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il y a une autre option, même s'il n'a pas encore déclaré ou officiellement déclaré sa candidature pour les présidentielles de DeSantis. Il est le candidat peut-être qui risque de rafler ces prochains midterms des républicains. C'est le candidat favori, selon vous? Je crois que ça, il y a un problème, il y a quelques problèmes avec Ron DeSantis de Floride. Un des problèmes, c'est que selon les tendances historiques, un candidat comme Ron DeSantis, 2 ans avant les élections, c'est bon maintenant, mais ça change très vite. Et il y a beaucoup d'exemples des candidats du Parti démocrate et républicain qui, au début de la campagne, c'était vraiment le top. Mais après 2 ans de campagne, ça, c'est difficile. Autre chose, c'est que Ron DeSantis, il est très populaire en Floride pour ses politiques, pour son style contre les médias, les démocrates. Mais la Floride, c'est pas les États-Unis. Il n'est pas bien testé au niveau national. Et je crois que ça va être un problème parce que si on peut gagner la Floride, mais à New York, Californie, dans les autres États. Mais la Floride est un swing state, Calvin. La Floride est un swing state qui a viré red state maintenant. Avec ça a été quand même, il a raflé une grande majorité de DeSantis. Il a une grosse popularité en Floride, certainement. C'est un des 50 États des États-Unis d'Amérique. Mais cette dernière victoire n'est pas quand même à laisser sans commentaire
pas positif, mais en tout cas qui étonne. Oui, et je crois que c'est pour ça que le Parti républicain, qu'ils veulent qu'il soit le top chez les républicains, parce que quand Ron DeSantis vient de gagner ces élections, il a gagné, par exemple, à Miami, un très démocrate de Floride. Et les républicains pensent que s'il peut convaincre les démocrates en Floride, peut-être il peut le faire les mêmes choses au niveau national. J'ai les doutes pour ça, mais il n'a pas un profil national, mais 2 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour le bien et pour le mal. Et je ne sais pas s'il peut gagner ce soutien et maintenir ce soutien pendant 2 ans. Alors, quid de l'autre côté? Et si on parlait des démocrates, on a parlé des républicains, alors qui se démarque du côté des démocrates, messieurs, après ces midterms? Calvin Dark. Monsieur Dark est mieux placé. Oui. Qui sont les têtes d'affiche qu'on pourrait retrouver lors des prochaines élections présidentielles? Bon, Joe Biden, il n'a pas encore annoncé. Oui. Parlons de Joe Biden, justement, avant de parler des autres figures qui pourraient représenter le Parti des démocrates. Joe Biden pourrait-il se représenter pour les prochaines élections? Est-il apte à se présenter? Il y a des pros et des cons. Par exemple, avant les élections de mi-mandat, il y avait beaucoup de conversations de Biden ne peut pas se présenter en 2024. Il va avoir dimanche 80 ans, il est trop vieux. Mais après les élections de mi-mandat, il a un peu plus de confiance. Et la seule chose que Biden a, qu'il n'y a pas de démocrate qui peut dire qu'ils ont gagné contre Trump, c'était Biden. Alors, et pour son âge, Donald Trump, il a 76. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence. 4 ans, oui. Mais de l'autre côté, cette campagne va être très différente de la campagne de 2020. 2020, pendant la pandémie COVID-19, on ne faisait pas la campagne normalement. C'est-à-dire, il ne visitait pas tous les États tous les jours, donnait des discours. Ça va être difficile pour quelqu'un de son âge en même temps qui est président. Alors, pour Joe Biden, il va prendre sa décision, je crois, en janvier. Et normalement, cette décision vient printemps de l'année prochaine. C'est un peu prématuré, cette déclaration de Trump. C'est ça, c'est pour ça qu'on parlait de timing au tout début de cette émission. Il y a aussi, bon, quand bien même le Biden conserve le Sénat, il y a aussi beaucoup de dossiers qui restent toujours en stand-by et qui font couler beaucoup d'encre aujourd'hui aux États-Unis. Il y a l'affaire de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG en disgrâce de la plateforme d'échange de crypto-monnaies effondrée FTX. C'est l'un des gros donateurs du Parti démocrate. Est-ce que vous pensez et qui a causé la perte de milliards et du côté de centaines de milliers de personnes, et ils sont très engagés à soutenir les démocrates. Est-ce que c'est une bonne chose pour le clan démocrate d'être associé à j'ai envie de dire cette famille, parce qu'il n'y a pas que le PDG, il y a toute la famille aujourd'hui qui est embarquée dans ce scandale financier? Je crois que pour les électeurs américains, ça va pas. Il y a beaucoup de mega donors, comme on dit, les gens qui donnent des millions de dollars pour soutenir les partis républicains et démocrates. Et ça ne figure pas dans les priorités des électeurs, surtout pour les dirigeants des partis, parce que en fait, ils vont accepter tout l'argent offert. Ça ne dépend pas de qui donne l'argent. Alors, ce n'est pas une grande chose pour les électeurs ni les partis ici. Même si le milliard de dollars qu'il s'est engagé à donner, et maintenant qu'il est bankrupt, qu'il n'a plus rien, ça ne changera pas grand-chose. Les démocrates continueront à drainer l'argent nécessaire pour faire campagne. Oui, exactement. Et aussi, il y a beaucoup, surtout pendant les dernières 5-6 ans, les démocrates, ils ont
beaucoup d'argent, plus des républicains. Et ça, c'était pas le cas il y a 10 ans. Alors, il y a beaucoup de méga donors qui soutiennent le Parti démocrate, même les républicains et indépendants qui n'aiment pas vraiment le Parti démocrate, mais surtout n'aiment pas du tout Trump comme chef du Parti républicain. Alors, ils vont avoir le soutien financier qu'il faut. Absolument, absolument. Alors, on va peut-être terminer avec une question sur la politique internationale, puisque nous avons avec nous Zakaria Boudahab, qui est spécialiste de relations internationales. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Ukraine, mais on n'a pas parlé de notre région. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps aussi de parler de la relation Maroc-États-Unis avant de terminer cette émission avec vous. Qu'est-ce qui risque de changer ou comment déjà, ce sont des relations qui sont au beau fixe. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir dans l'avenir avec, bien sûr, ce Sénat toujours sous contrôle démocrate, mais cette Chambre des représentants sous contrôle républicain et surtout le nerf de la guerre, tous les budgets qui doivent être débloqués par cette même Chambre, ce même Congrès. Il y a des signaux positifs, si vous voulez. Succession de chefs d'État, mais la logique profonde ne change pas. Je parle bien entendu le Maroc, mais le Maroc, c'est l'Afrique du Nord. C'est aussi le Maghreb central. C'est aussi partie du Proche-Orient et cette vision stratégique globale de Middle East Partnership Initiative. Le Maroc était très bien placé pour être l'un des États qui ont bénéficié de Millennium Challenge Accounts, la première tranche, la deuxième tranche et ainsi de suite. Beaucoup de questions ont été posées si M. Biden allait annuler la décision de M. Trump par rapport à la reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara, mais il y a eu une continuité. Et donc, au final, il y a, si vous voulez, un peu des cadres stratégiques qui encadrent cette relation. Ils sont historiques, il y a un dialogue stratégique à consolider. Mais malheureusement, la conjoncture mondiale fait qu'on n'a pas pu, si vous voulez, encore pousser très loin ces accords et ce partnership qui est très singulier, et avec une implication forte des États-Unis, notamment dans la résolution de ce conflit artificiel. Mais on va dire que, grosso modo, au final, il y a un certain équilibre qui s'instaure et le Maroc est bien parti pour être l'un des partenaires sûrs au niveau de l'Afrique du Nord par rapport aux États-Unis d'Amérique. Calvin Dark, un commentaire peut-être aussi, parce qu'on a dit que il n'y a pas vraiment grand-chose qui va changer, surtout que le Sénat est toujours contrôlé par les démocrates. Maintenant que ce sont les républicains qui ont pris un peu le contrôle de la Chambre des représentants, est-ce que ça changerait quelque chose sur des dossiers qui concernent notre région, de manière générale, Middle East et North Africa, pour être beaucoup plus large, comme le précisait professeur Aboudahab? Je crois que ça ne va pas changer pour la région, surtout pour le Maroc. Grâce à notre histoire et les relations de si longue date, ça ne va pas changer. La continuité va continuer. J'espère que les États-Unis, au sein du Conseil de sécurité à l'ONU, vont avancer les déclarations sur la marocanité du Sahara, les autres dossiers qui concernent le Maroc. Mais je crois que ce n'est pas malheureusement une priorité chez nous. Je crois qu'une chose qui c'est très importante pour le prochain Sénat, M. Inhofe ne va pas être la voix contre le Maroc qu'il faisait depuis des années. Alors, ça va être une chose positive pour le Maroc et pour la région. Quand vous dites positive, c'est-à-dire il y aura des avancées, à part pour le Maroc, sur d'autres dossiers? Peut-être des avancées, mais Inhofe, c'était vraiment la voie pour arrêter d'être un obstacle pour tout qui concerne le Maroc. Il n'a pas cette voie maintenant. Alors, j'espère qu'on va avancer avec les partenariats, les dossiers qui concernent le Maroc et la région, mais il ne va pas être cette voie contre le Maroc, contre le progrès, contre la région, comme maintenant, à partir de janvier, ça va être un peu plus positif. Oui, on connaît bien sûr la puissance du lobbyisme. D'ailleurs, sa naissance a été de l'autre côté de l'Atlantique, bien aux États-Unis. Alors justement,
sa non-élection pourrait changer beaucoup, bon, peut-être au Maroc aussi, mais sur des dossiers aussi qui incriminent le fait de faire des affaires avec les Russes, par exemple. Oui, absolument. C'est un secret de polichinelle, puisqu'on sait très bien, et ça devient très inquiétant, avec cette affaire de drone, implication de l'Iran, L'Iran et puis le fait aussi de financer l'effort de guerre. L'Iran qui l'a annoncé officiellement maintenant. Exactement. Qui livre des drones. Exactement. Chez le voisin de l'Est. Mais il y a aussi des logiques, il ne faut pas l'omettre aussi, des logiques commerciales, plus ou moins. Donc, si vous voulez, un peu des attentes en termes d'équilibrage. Mais fondamentalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie se répand au niveau de l'Afrique, avec Wagner. Et je crois qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent que, précisément, il y a, si vous voulez, une sorte de recomposition de l'échiquier régional, avec le retrait de la France, l'opération Barkhane, etc., le retrait du Mali, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la question ne concerne pas seulement la relation bilatérale, mais, si vous voulez, un peu les projections mondiales. Et certainement, les États-Unis ont des moyens pour revenir à la charge. Et je pense que le fait qu'ils aient annoncé la création, une sorte d'antenne à des fins d'investissement à Dakhla est une bonne chose. Mais maintenant, comme disait Mr. Dark, il faut aller de l'avant et donner du contenu et de la substance à cette question-là. Et c'est précisément ce que nous attendons de M. Biden et son équipe gouvernementale. Calvin Dark, un dernier mot pour clore ce débat. Oui, je suis d'accord, mais j'espère qu'avec les changements qu'on va avoir ici aux États-Unis, que la priorité va être nos engagements à l'étranger, nos relations, nos partenariats. Mais je crois qu'avec tous ces défis chez nous, ça va être difficile, mais je suis optimiste qu'on peut faire deux choses à la fois. Absolument. Autant l'être. Optimiste. Merci Calvin Dark, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Zakaria Boudahab. Avec grand plaisir, Madame Khadija. Largement partagé. Merci à vous pour votre fidélité à l'émission Questions d'Actu. Très bonne soirée.